Bribes de minuit. Salut bribeurs, salut bribeuses, bienvenue dans ce 5e épisode. Moi, c'est Johanna et vous écoutez Bribes de minuit, un podcast poétique dédié aux écrivains d'un jour ou de toujours, poètes la nuit et aussi parfois le midi. Ce podcast part de l'envie de partager mes poésies et se veut communiquer des moments d'évasion à des auditeurs en mal d'inspiration, confinés entre 1 ou 2 pages blanches, 3 répétitions ou quelques instants d'insouciance. Un dimanche 2 fois par mois, je vous révélerai les poésies de bribeurs qui ont épousé l'anonymat, côtoyé le doute, mais aussi les écrits de poètes ou poétesses qui souhaitent partager leurs pensées noires ou leurs réflexions bucoliques. Aujourd'hui, je reçois Landao, un poète de la diaspora francophone. Il est alsacien d'adoption et revendique son identité franco-cabindaise. Landao est un poète en exil à la plume exploratrice, adepte du voyage et de ses enseignements. Souvent emporté par des contes familiaux et le message qu'ils portent, les écrits de ce bribeur sont modelés par un héritage imprégné de ralentissement, d'expédition et d'aboutissement. Ses travaux ont été récompensés par plusieurs prix littéraires et publiés dans diverses anthologies. Ses textes abordent la discrimination, la justice sociale, le développement, car il est engagé politiquement. Le choix de la poésie d'aujourd'hui s'est spontanément dirigé vers la thématique de l'exil. Notre entretien s'est fait en distanciel, toujours aussi loin des cafés et de leurs terrasses, mais j'espère tout de même, à travers ces mots et les miens, vous injecter quelques réminiscences des bons vieux cafés poétiques. J'ai donc le plaisir aujourd'hui de vous faire écouter un nouvel entretien poétique à travers l'univers de Landao. Salut Landao, comment tu vas? Ça va bien, très très bien, merci. J'espère que la même chose chez toi. Ça se passe. Le confinement, on est là, hein, on commence à prendre des bonnes habitudes ou des mauvaises. Hein, on le verra bien quand tu seras déconfiné, mais pour le moment, on se débrouille comme on peut. Donc du coup, aujourd'hui, je t'ai invité, comme mes précédents interviewés, pour parler de poésie et parler de ton parcours. Donc toi, tu es né à Saint-Étienne. Ton nom d'écrivain, c'est Landao. Tu es un poète afro-français, tu te définis comme tel, ayant des origines en Angola et au Cabinda. Le Cabinda, c'est une région angolaise, si j'ai bien compris, ou bien c'est plus complexe? Oui, c'est une province qui aurait dû avoir son indépendance au même moment que l'Angola, après la révolution des œillets en 1974. Mais quand les Portugais sont partis, la débandade s'est fait un petit peu dans le désordre, et donc c'est une province aujourd'hui, mais qui revendique son autonomie et qui souhaite avoir son indépendance. Donc, dans les documents, pour l'instant, c'est considéré comme une province de l'Angola. D'accord, donc tu es français et cabindais, donc angolais par défaut, si je peux Voilà. dire ça comme ça. Et tu as vécu dans tout plein de pays, donc en Allemagne, en Irlande, au Gabon, Congo, Angleterre. Donc tu te considères comme un poète de la diaspora Voilà. africaine implicitement, du coup. Tu écris principalement en français et en anglais. Et voilà, et donc tes travaux sont tournés autour de l'exil, donc c'est pour que on a choisi de parler aujourd'hui. Mais ton inspiration, tu la prends pas mal dans tes voyages justement et dans tes différentes expériences à l'étranger. Et tu as eu de multiples prix. Le prix de Métro Eran 2007, Ace Poetry Competition. Tes poésies apparaissent dans divers journaux et dans de nombreuses anthologies comme The Landing Places. Et voilà, donc tu touches à des questions de discrimination dans tes poésies, de développement, de justice sociale. Et actuellement, tu résides en France, en Alsace, et tu es membre de la Société des poètes français. Ça fait combien de temps d'ailleurs? Oh, ça fait à peu près 2 ans. Les textes que j'aborde, les sujets, c'est clairement, ce sont des sujets souvent assez politiques, assez engagés, parce que je conçois l'art au service du développement des causes. Et parfois, s'il y a le beau qui va avec, ça peut être retenu, mais la priorité, c'est toujours une poésie de combat et pour atténuer l'existence, je pense. C'est comme ça que je vois mon engagement. C'est une belle vision des choses. Et pourquoi tu choisis la dénomination afro-français et pas afro-descendant? En fait, c'est surtout dans le regard de l'autre que je me rends compte
parce que même quand j'écris en anglais ou je publie en anglais, mes interlocuteurs retrouvent toujours la palme, le vernis de l'éducation française, parce que je suis un écrivain à la base francophone. J'écris parfois directement en anglais ou parfois d'abord en français et je traduis, mais même les textes que j'écris directement en anglais, mes interlocuteurs s'amusent toujours à retrouver la patte de l'influence francophone dedans. Puis j'ai grandi au Gabon, au Congo-Brazzaville, des pays de la francophonie. Donc je suis un écrivain définitivement francophone et afro-francophone, plus précisément, oui, c'est ça. Et si tu avais à te mettre dans la peau d'un afro-anglais, par exemple, comment tu définirais le vernis de l'éducation française? Je dirais que ce serait très construit, beaucoup d'élégance, beaucoup de profondeur, de la patience, mais je pense que dans la poésie que je suis en train de développer, ce que je recherche, c'est plus effectivement de la vivacité, de l'engagement, et c'est pour ça que j'ai certains de mes poèmes qui sont très, très courts, sans ressembler au haïku, mais ils sont très courts sur 3 ou 4 vers. Et je pense que la différence serait à ce niveau-là, c'est-à-dire que je trouve que la poésie anglaise et anglophone, elle est un peu plus directe, un peu plus légère, et la poésie francophone un peu plus profonde et qui demande un peu plus de patience. C'est là où je verrais vraiment la frontière entre les deux. Et tu pourrais nous citer 2 auteurs pour faire ce parallélisme? En auteur francophone, je penserais à Yves Bonnefoy, ou alors je verrais un peu les poètes de la génération comme Ramin Anjana ou Diop, et bon, avec bien sûr les incontournables comme Aimé Césaire. Surtout dans le monde francophone, mon préféré, c'est clair, c'est Édouard Glissant, bien sûr. Et qu'est-ce qui t'inspire, ces auteurs? Est-ce qu'ils t'ont inspiré justement pour commencer, pour faire tes débuts dans la poésie? Oui, ce qui m'a inspiré avec ces auteurs, c'est que je les définis comme des auteurs-mondes qui s'attachent à des causes, mais qui s'élèvent aussi vers l'universel. Donc, ils ne restent pas ancrés dans une seule cause, ils vont vraiment vers l'humain. Et je pense que c'est ça qui est le plus intéressant, ce qui m'a frappé, ce qui m'a attiré vers ces poètes, c'est qu'on peut écouter dans la lecture de leurs poèmes les, les vibrations de la cause qu'ils défendent, mais au final, on se rend compte que ce n'est pas une cause partisane, c'est une cause universelle parce que ça revient, ça rejoint l'universel, l'humain que nous sommes. Et je pense que c'est très intéressant, très important dans les temps que nous vivons de repartir un peu à la musicalité de la poésie et à la profondeur, les textes, pour laisser aux générations futures un monde meilleur et plus sain. Et tu parles de musicalité, donc est-ce qu'il y aurait des artistes, des chanteurs ou des saxophonistes, je ne sais pas, pianistes qui t'inspirent quand tu écris? Alors, je fais partie de ceux qui écrivent en musique. J'écoute beaucoup Thelonious Monk, par exemple. Et puis surtout, j'ai du reggae aussi avec Tiken Jah Fakoly. Beaucoup de zouk, de la zumba, de la rumba avec, par exemple, les Aiko Langa Langa. Puis, je ne sais pas si les jeunes générations s'en souviennent, mais moi, j'ai grandi avec la chaîne Africa numéro 1. Et puis, il y avait l'émission Succès du temps passé avec Théo Blaise Concours, avec le maître Taboulé Rochereau. Je dois avouer, j'écoute un peu moins de la musique des nouvelles générations, mais je suis assez ancré vers ces succès du temps passé. Je suis contente que tu mentionnes Africa numéro 1. Ça m'a pris, j'ai perdu 10 ans d'un coup, parce que je m'en souviens, tu vois, mais ça fait un moment que j'ai pas écouté Africa numéro 1 et je me rappelle des musiques plus ou moins, mais je me rappelle pas les auteurs spécifiquement. Enfin voilà, contente, merci, ça m'a rajeuni, ça m'a. Voilà. Et on a choisi le poème Poète en exil. Qu'est-ce que c'est exactement pour toi d'être en exil? Une définition et en deuxième temps peut-être un ressenti. Alors, déjà, être en exil, c'est toujours à la frontière entre deux mondes. Et donc, il y a déjà la partie de l'exil physique, quand on est dans un endroit où
quelque part, on ne sait pas si on est issu, si on sera bien accueilli, si on va y rester longtemps. Et puis, il y a aussi un exil qui est invisible, celui-là. L'exil dans des mondes, c'est-à-dire on devient non plus un individu en exil, mais on devient un étranger des deux mondes. C'est-à-dire que dans un environnement, on a un pied dedans et dans un autre, on a un autre pied. Et au final, on n'est jamais de chez soi nulle part. Le texte Poète en exil, il s'organise, on essaye de retrouver une origine précise, un point d'ancrage. Et quand un homme ne peut pas vivre sur la terre de ses ancêtres, il s'installe dans le monde de son imaginaire. Et c'est là où il crée un monde. Et donc, le texte Poète en exil, il s'inscrit dans ce contexte-là de créer un monde qui serait proprement le mien parce que c'est celui que j'ai créé dans mon monde. Je sais que je serai toujours un étranger dans les deux mondes, mais dans le monde de la poésie, je serai pleinement chez moi parce que j'ai créé cet environnement. C'est pour ça. Donc, le texte Poète en exil, ce poème s'inscrit dans ce cadre-là. Je veux bien qu'on parle de Ngondo Moyola pour que tout le monde soit en mesure de cadrer les choses. Pour ça, tu m'as dit que c'était une création, donc je veux bien que tu m'expliques de quoi ressort cette création. D'accord. Alors, Ngondo Moyola, c'est un personnage qui est en cours d'évolution, mais il se retrouve régulièrement, que ce soit dans la prose ou dans la poésie. C'est un personnage qui est un peu condamné dans le temps. C'est un forçat échappé de l'histoire. Alors, ce qui s'est passé avec Ngondo Moyola, pourquoi il est condamné à vivre de manière éternelle et à participer au chaos du monde, c'est parce que Ngondo Moyola, dans sa jeunesse, lorsqu'il y a eu une guerre civile dans son environnement, il a fait preuve de lâcheté, c'est-à-dire qu'il y a eu un moment donné où il aurait dû défendre son épouse et ses enfants. Et Ngondo Moyola a choisi un moment de faiblesse, comme on peut tous en avoir, de fuir et de se cacher dans la forêt. Et c'est à distance qu'il a assisté au massacre des siens. Et il n'a pas eu l'opportunité de les défendre, il a assisté, il a eu peur. C'est un petit peu le sentiment qu'on a tous. On sait qu'on vit et qu'un jour viendra le temps de la grande faucheuse. Et plus on s'approche, plus on se demande qu'est-ce qu'on va devenir. Et Ngondo Moyola, lui, il a été là. Et la punition qu'il a reçue des cieux, c'est la punition de l'éternité. Donc, il continue à vivre pour porter ce fardeau avec lui. Donc, c'est un peu ça, mais il définit vraiment l'humain que nous sommes aujourd'hui. C'est pour ça que j'ai trouvé intéressant et il fait partie d'un travail en parallèle sur un projet un peu plus long de prose où il est l'élément central, mais en attendant, il est vraiment présent dans toute la poésie. Dans le texte, je parlerai aussi des Muets Soko. Donc là, c'est une ethnie de la forêt d'Afrique centrale qui a hérité de 1000 mots au commencement de la vie. Et chaque mort prend en héritage 30 mots pour aller dialoguer avec les défunts parce qu'il faut apporter son bagage. Et chaque nouveau-né arrive avec un seul mot. Donc, le peuple retrouve la parole seulement quand les 1000 mots originels sont réunis. Ce qui est intéressant, c'est que c'est un peu ce principe qui veut nous dire que la frontière entre le monde des vivants et le monde des morts, elle est très fine et il faut toujours garder ce culte des ancêtres, ce respect des pratiques. Parce que quand on n'a pas les 1000 mots originels, il faut quand même être capable de vivre en communauté au rythme des saisons et d'avancer. On respecte les traditions, il n'y a pas trop de changements. Voilà, donc c'est un peu le contexte des deux personnages qui vont être dans ce poème, Poète en exil. Une dernière question, c'était oui, bien sûr. Des mots sango. Sango, c'est une langue? Oui, oui. Je vais te laisser lire la poésie, on va découvrir avec toi ces vers. D'accord. Poète en exil. Je suis un poète en exil qui cherche un nouveau souffle. Dans les rues froides de mes chimères, je croise l'esprit des exilés de la Révolution. Je croise les chacals du verbe. Je croise une fine pluie d'octobre à l'agonie. Je croise des mots sango au vertige perdu. Je croise un feu accroupi à l'ombre du temps. Je croise une belle morte d'Angola qui me tend les bras.
Je suis un poète en exil qui cherche un nouveau souffle dans les bras de la belle morte d'Abyssinie. Pendu à sa chevelure sans teinte, je voyage sur le dos d'une comète amère. Ngondo Moyula, mon ancêtre. Ngondo Moyula, le passé en mouvement. Ngondo Moyula, frère de sort des Indiens Caraïbes. Que ton murmure perce ma nuit avec la belle morte de Niamey. Je suis un poète en exil qui cherche un nouveau souffle. Dans les flammes géantes d'un feu de brousse, la femme luciole danse les seins libres. Je plonge dans les gorges sombres d'Amani, à la recherche de la pierre de la passion, pour briser la complainte de la solitude. Mes lèvres se posent sur l'épaule tiède de la belle morte de Namibie. J'abandonne mon corps au plaisir de la nuit. Je suis un poète en exil qui cherche un nouveau souffle dans la nuit qui s'enfuit. Je fais l'amour avec la belle mort de Tanzanie. Au passage, je lui fais don de mon âme atrophiée. Je lui offre mes rêves, mes espoirs, mes visions nocturnes. Je lui murmure des mots volés au muet Soko. Je lui donne les clés du temps, le cadenas de l'histoire. Le jour se lève, mon corps sans vie repose sur une tombe. Je suis un poète en exil qui cherche un nouveau souffle. Un perroquet du paradis niche dans mon crâne. Le flicker de l'île Madagascar est gai. Il vole répandre la nouvelle de ma mort. Ngondo Moyula, mon ancêtre. J'ai hérité de toi le privilège fatal d'une nuit d'amour. Donne-moi un nouveau souffle pour comprendre l'éternité. Bravo, merci pour les Merci. tonalités. Merci de nous avoir fait voyager un petit peu parce que du coup, tu cites pas mal de régions et de pays qui sont le reflet d'une progression, d'un voyage constant. Et tu as écrit en quelle année déjà ce poème? Alors, je fais partie des poètes qui sont très, très lents. Et ce poème, il a été écrit, je pense, sur une période d'à peu près une dizaine d'années. Donc, il a été publié en 2005. Donc, 2005 moins 10, ça doit faire 1995. Donc, 1995, début de l'écriture, 2005, publication. Voilà, ça a pris un peu du temps parce que j'ai plusieurs poèmes en chantier et parfois, il y en a que je commence. La structure, l'ossature me plaît, mais le contenu pas vraiment. Et plutôt que de les sortir au forceps, c'est vraiment d'aller de l'avant. Parfois, je les remets dans un tiroir pendant 2, 3 ans ou 4 ans, ça dépend. Et après, ça revient comme ça. Je me dis, tiens, celui-là, je pense que il est arrivé à maturité. Là, je vois bien ce que je peux faire de ces mots et je le reprends pour le terminer. Et du coup, qu'est-ce qui t'a donné envie d'écrire ce texte? Alors, ce qui m'a donné envie d'écrire ce texte, c'est bien sûr parce que je suis un panafricaniste convaincu et je pense que le développement du continent se fera par le panafricanisme, par l'union des différents pays africains. Et donc, ça a été un peu le fil conducteur. Et c'est pour ça qu'on retrouve dans ce poème, que ce soit la Namibie, la Tanzanie, l'Angola, c'est-à-dire que j'ai eu cette idée d'avoir l'ossature du poème qui partirait du nord de l'Afrique jusqu'au sud. Même quand je le lis, je le ressens plus comme un poème qui part du haut du continent, qui arrive vers la fin dans l'unité. Et cet exil, c'est pour à la fin le retrouver. Quand je dis plus loin à la fin, dans la dernière strophe, donne-moi un nouveau souffle pour comprendre l'éternité. C'est-à-dire que pour moi, je sens que c'est le point où je suis arrivé à la maturité, à la destination finale, qui est l'unité du continent africain dans l'éternité. Ça ne se fera pas de mon temps, mais je pense que pour les générations futures, elles y arriveront. C'est pas uniquement nord-sud, moi j'ai l'impression que c'est aussi est-ouest. Tu pars de Abyssinie, ensuite Oui, on a c'est ça, oui. Niamey, Oui. on a Namibie, on fait un petit peu le tour Voilà, plutôt c'est que... le tour du continent, oui.
C'est un peu un labyrinthe et c'est peut-être pour ça que ça va prendre du temps et que ce ne sera pas fait forcément sur ta génération, je crois. Voilà. Ni la mienne d'ailleurs. Et quels autres moyens tu penses qu'on pourrait utiliser pour quelqu'un qui a du mal ou qui n'a pas confiance en soi pour l'écriture? Quel autre type de moyens on pourrait utiliser pour reprendre sa place ou comprendre sa place au sein d'un monde? Mais d'abord, c'est pour quelqu'un qui n'aurait pas confiance ou qui se poserait des questions, déjà, il faut noter, savoir un carnet et un stylo et commencer à tout noter. Et après, ça va remonter à la surface, ça va se mettre en place. Mais en soi, est-ce qu'il y aurait d'autres moyens que la poésie ou l'écriture pour faire face à ce conflit ou à cette angoisse qu'on ne se sent pas à sa place? Je pense que ça passerait par les arts. Bon, après, il y a la musique. Je pense que ça passerait toujours par l'art, que ce soit l'écriture ou la musique, ou ceux qui ont un peu plus d'énergie. Le théâtre aussi, je pense, qui est une forme très intéressante d'expression. Les artistes auraient une longueur d'avance dans ce contexte compliqué. Oui, bien sûr, parce que les artistes, ils auront toujours, et quand je dis artiste, c'est pas ce qu'on pourrait qualifier d'artiste confirmé. Non, c'est vraiment l'artiste qu'il y a en chacun d'entre nous. Et il y a beaucoup, par exemple, pendant cette période de confinement, qui se sont trouvés des vocations artistiques, mais ça ne veut pas dire qu'ils ne les avaient pas avant, simplement ils n'avaient peut-être pas le temps de le faire. Et je pense que ça, c'est la démarche que chaque citoyen doit faire, en dehors de se concentrer sur les moyens de subsistance, c'est de penser qu'il est aussi un artiste soi-même et qu'il doit trouver sa voie. Et c'est très intéressant. Ce que je retiendrai de positif dans cette période de confinement, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui ont trouvé quel type d'artistes ils étaient. Et je pense que ça, c'est fantastique pour l'équilibre du monde. C'est un beau message. Donc, du coup, quand tu dis pas nécessairement artiste, tu dis la création en général, ce serait un bon moyen de faire face à cette crise. C'est ce qui pourrait nous aider à faire face en ce moment. Voilà, dans tous les débats télévisés ou dans la presse, etc., on donne beaucoup la voix, le chapitre, l'opportunité aux économistes, aux scientifiques, aux politiques. Et il y a très peu de place pour les artistes, alors que c'est dans ce moment-là qu'il faut que les artistes montent le créneau pour définir le genre de monde qu'ils voudraient voir sortir de cette période turbulente, parce que c'est une période turbulente qui laissera des traces. Quand on n'invite pas à la table des décideurs différents profils, on aura toujours le diagnostic qui pensera qu'il faudra peut-être repasser pour sortir de là par la croissance tout azimut entre les écolos contre les non-écolos, les écolos qui en font trop ou pas assez, qui seraient réalistes et ceux qui ne le seraient pas. Et dans tout ça, on oublie qu'on peut peut-être mettre aussi l'art au milieu de tout ça, et l'art qui pourrait réunir les humains sans être naïf, mais qui pourrait leur dire, attendez, ça pourrait être un monde différent que nous pourrons faire là. Moi, je crois qu'en fait, c'est un problème français. Ça, c'est pas que les artistes, ils n'ont pas le droit à la parole ou qu'ils parlent pas. Je crois que c'est qu'en France, c'est pas mal segmenté les choses. C'est, les politiques sont à leur place, c'est eux qui doivent parler, ouvrir le débat, ou les littéraires, les littéraires philosophiques, en fait, entre guillemets. Enfin, voilà, les artistes, ils ont pas vraiment leur mot à dire. Ce qu'ils savent faire le mieux, c'est la musique, l'écriture. Et je pense à Camélia Jordana, c'est la dernier exemple que j'ai en tête, qui s'exprimait par rapport au féminisme et par rapport aux agressions racistes qu'elle aurait pu subir ou son identification aux agressions racistes existantes. J'ai retrouvé l'extrait auquel je fais référence. Je vous laisse donc apprécier la justesse de cet instant ou son égarement selon votre perspective d'approche, suivi de sa critique publique. À un moment, il faut envoyer un signe à un peuple, en fait. Il y a des hommes noirs et des hommes et des femmes noires, et des hommes arabes et des femmes arabes qui se font contrôler quotidiennement, qui se font fracasser aujourd'hui en confinement. C'est pas possible, en fait. Ouais. Elle devrait juste chanter et se taire, parce qu'à chaque fois, elle divise pour rien du tout. Voilà, dès qu'on est artiste et qu'on dit une chose erronée, on se fait beaucoup plus taper dessus que si on est politique ou
ou philosophe. Enfin, après, c'est mon ressenti. Hein. Je pense que c'est une erreur. Je pense que ce qui manque aujourd'hui dans la société de manière générale, c'est revenir au débat et penser en des termes que engager le débat, ce n'est pas avoir raison au début de la discussion et repartir en n'ayant pas bougé d'un iota de sa position. Le débat, c'est se dire, bien, je suis ouvert à comprendre les arguments des autres. Ce n'est pas venir avec 4 ou 5 arguments et essayer de les placer pour faire le buzz. Non, le débat, c'est vraiment se dire, tiens, je vais écouter l'autre et peut-être que ce qu'il va me dire, ça va me faire découvrir quelque chose. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a plus de débat. Il y a plus ce que j'appellerais, moi, des périodes d'aboiement généralisé où, bon, mais c'est vraiment ça va dans tous les sens. Il n'y a plus de construction. Plus personne n'accepte d'être remis en cause. Et je pense que ça, c'est le véritable danger pour la démocratie. C'est celui d'avoir des certitudes et non plus de baser son raisonnement, son jugement sur les incertitudes et le fait de se dire, tiens, peut-être que je vais y réfléchir. Je pense que c'est ce qui manque un peu plus. Et pour revenir à Camilla Jordana et aux artistes ou aux footballeurs, je pense qu'il faut qu'ils expriment leur avis, mais ce qu'on oublie souvent, c'est qu'avant d'être artiste, footballeur ou musicien, ce sont des citoyens, ils font partie de la cité. Et à partir du moment où vous faites partie de la cité, que ce soit l'éboueur, la caissière, le philosophe ou le politique ou le musicien, chacun doit pouvoir participer au débat dans la cité. Et en participant, il doit être d'abord un citoyen avant d'être un artiste, avant d'être un politique, avant d'être un footballeur, avant d'être un philosophe. Il est d'abord un citoyen. Et si on refuse à tous les citoyens de s'exprimer, et on le voit très bien, par exemple en Angleterre, le Times régulièrement a des tribunes qui s'appellent View from the Top, où on prend des exécutifs, etc., qui expliquent leur vision du monde. Mais très peu, rarement, pour ne pas dire jamais, on va prendre le citoyen lambda dans la rue et lui donner une tribune dans le Times et lui dire qu'est-ce que vous pensez de la situation actuelle. Donc, c'est la vue qui vient du haut, qui descend, et jamais l'inverse. Et ça pose un problème dans un environnement démocratique. Ou alors, ils prennent un individu lambda, mais ils utilisent ces extraits de manière humoristique. Voilà. Je pense sur France Inter, c'est le moment de Guillaume Meurice où il prend pas mal de... Il va dans la rue, il interviewe des gens et voilà, on a pas mal de perles qui sont drôles, mais voilà. qui font sens au final, qui sont pas mal le reflet de ce qui se passe en sourdine et qui est passé sous silence parce qu'on n'entend que les politiques ou les philosophes parler à l'antenne. Oui, je pense aussi, oui. Du coup, quels seraient les ingrédients qui nous permettraient d'avancer? Déjà, les ingrédients, il n'y a qu'un ingrédient pour moi qui c'est le plus important, c'est l'éducation. L'éducation en ce sens qu'il faut s'informer. L'éducation, je pense que c'est l'ingrédient principal. Il faut être conscient. Alors, tout le monde ne peut pas devenir écolo du jour au lendemain. Tout le monde ne peut pas accepter de garder un téléphone pendant 4 ou 5 ans, mais il faut en être conscient. Quand il y a les problématiques de l'immigration à la frontière avec les États-Unis, avec les pays d'Amérique latine, l'éducation permettrait aux citoyens américains de se dire, tiens, mais à quoi nous devons cette invasion? Et ça, c'est chaque citoyen qui doit s'informer. Mais ce que nous avons aujourd'hui, c'est un environnement démocratique où nous faisons le choix de déléguer le sale boulot aux politiques, mais c'est l'éducation qui est la clé. Il faut lire, savoir faire la différence entre les fausses nouvelles et la vérité. Et je pense que si chacun fait cet effort, le monde sera meilleur. Ma grand-mère, paix à son âme, avait l'habitude de nous dire en Kikongo, Mayel a losing, Mayel a la vie. C'est-à-dire, elle nous disait, l'intelligence de l'école n'est pas l'intelligence de la vie. Est-ce que tu as une suggestion avant de clôturer? Un poème que tu aurais envie d'entendre ou un artiste que tu aurais envie d'entendre dans le prochain podcast?
Bon, j'ai écouté les précédents podcasts. Bon, déjà, il y a beaucoup de parité, ça c'est très bien, il faut le relever. Je dois avouer que je suis d'une ancienne génération, mais je fais des efforts pour comprendre un petit peu les problématiques féministes et les problématiques du monde en ce moment. Je pourrais penser, pour terminer, à lire le petit poème Complainte pour la fille du manguier. Vas-y, je t'en prie. Alors, Complainte pour la fille du manguier. Où es-tu, petite fleur? Si tu es dans un ruisseau, je plongerai te rejoindre. Si tu es dans les étoiles, je serai un nuage pour toi. Si tu es dans un cimetière, je serai la sève sur ta tombe. Si ton linceul est clos, Parambo chantera pour l'ouvrir. Merci. Merci beaucoup. Au plaisir de te rencontrer à nouveau autour d'une autre poésie dans la prochaine saison ou une autre. Et j'espère que ça se passera bien pour tes prochaines publications. Voilà, et bon vent à Bribe de minuit. Merci beaucoup. Bonne soirée à vous tous. Merci. Pars pas comme ça, c'est pas fini. Si toi aussi tu souhaites participer à ces entretiens poétiques, tu peux comme Landao nous livrer tes textes. Il suffit de m'envoyer un email avec quelques mots sur toi et ton projet poétique à l'adresse bribedeminuit@gmail.com. Et si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à commenter cet échange ou à réagir sur les réseaux sociaux. Partage cet instant de poésie ou ajoute-le en playlist audio. Si tu utilises plutôt Apple Podcast, fais-moi voir des étoiles. Sinon, parle-en autour de toi. Alors bonne soirée et à bientôt.